Donc, bonjour à tous et merci pour votre patience. Donc, comme indiqué, je suis M. Francky Bounan, responsable de la gestion chez Harvest Asset Management. Et je suis accompagné de mon collègue Denis Zifak. Denis, tu peux dire bonjour. Bonjour Francky, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire, le troisième depuis... Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Donc, comme indiqué, on commencera par... On commencera par un contexte. Puis, on fera un rappel de la conjoncture de la CEMAC sur les 6 premiers mois et on présentera les perspectives pour fin 2024. Ensuite, on fera un bilan et des perspectives sur le marché des capitaux. D'un côté, le marché financier CEMAC et de l'autre côté, le marché des titres publics de la CEMAC. Puis, on terminera par un aperçu sur Harvest Asset Management. Donc, en guise de contexte et observation générale, on va dire que 2024 a débuté avec une désinflation globale observée un peu partout dans le monde, ce qui a poussé les banques centrales dans le monde, d'une part, à maintenir pour certaines les taux directeurs et pour d'autres à baisser d'ailleurs les taux directeurs, comme nous avons constaté le cas de la Banque centrale européenne en juin dernier. Ceci dans le but de maîtriser l'inflation et de relancer la reprise économique dans le monde. Le FMI, le Fonds mondial international, le Fonds monétaire international, tant pour moi, dans ses dernières perspectives économiques de juillet dernier, a noté d'ailleurs un recul mondial de l'inflation qui est passé de 6,8 en 2023 à 5,9 qui est estimé sur 2024. Ceci également relancé d'ailleurs, noter une résilience économique maintenue à 3,2, de même que dans ces dernières perspectives d'avril 2024. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, le FMI a noté un recul également de l'inflation à 6,2 en fin 2023 et à 15,3 sur 2024. Ceci couplé à une reprise économique 3,7% en 2024 contre 3,4% en 2023, tiré notamment par le Nigeria et l'Afrique du Sud. En outre, outre ces facteurs économiques précédemment cités, nous avons noté les coupes de l'OPEP et les primes de risque géopolitique ont d'ailleurs fait chuter en tout cas le prix du Brent qui est aussi désormais autour de $75 le baril. Ces événements ont eu un impact sur nos économies en CEMAC. Et, nous avons d'ailleurs noté des revues à la hausse des budgets, notamment au Cameroun et au Gabon. Le Cameroun de pratiquement 8%. Le budget a été revu à la hausse, passant de 6 740 milliards à 7 278 milliards. C'est pour financer ce budget-là, l'État, le Cameroun en tout cas, s'est orienté vers le marché de la dette, notamment une partie qui sera levée sur le marché des titres publics et une autre qui à 90% orientée vers des prêts, vers les banques internationales et les prêts bilatéraux. S'agissant du Gabon, le Gabon également a revu à la hausse son budget, passant de 4 168 milliards à 4 493 milliards, avec une grande partie qui est réservée pour financer le budget qui sera réservé sur le marché des titres publics.
Donc, dans cette conférence, nous allons donc retracer le bilan des marchés des capitaux en passant par la situation macroéconomique, notamment le PIB et l'inflation dans notre zone CEMAC. Donc, Denis, on note globalement une désinflation notée par le Fonds monétaire international un peu dans le monde. L'idée, c'est de savoir comment est-ce que ces différents paramètres-là se comportent chez nous en CEMAC. Merci, Francky, pour la parole donnée. Comme tu l'as si bien rappelé, la révision à la baisse des prévisions d'inflation n'est pas seulement vue au niveau de la Banque centrale, du FMI. Il en est de même pour la Banque centrale qui, notamment lors de son second comité de politique monétaire pour l'exercice en cours, à revoir à la baisse totalement les prévisions de croissance d'inflation, que ce soit en zone CEMAC. Ici, maintenant, il faut noter que les données collectées, telles que nous pouvons le voir selon le graphique affiché à notre gauche, nous pouvons voir que l'inflation maintient sa tendance baissière. Après son seuil observé depuis le second semestre de l'année 2023, on constate depuis le début de l'année 2024, cette tendance est en train de se maintenir. À côté de ça, il faut noter, selon, à cette même date, en mars 2024, l'inflation issue des pays pris individuellement peut nous montrer à côté un graphique, le graphique qui se situe à l'extrême droite, où nous pouvons constater que bien que cette inflation soit en train de baisser globalement pour tous les États de la CEMAC, le pas est différent au niveau des États. Il s'agit notamment du Cameroun, que le niveau d'inflation en mars 2024 reste encore élevé, du Tchad et bien évidemment du Congo. À ce niveau, il faut noter que le cas de ces trois États est expliqué par certains facteurs que nous avons évoqués lors de notre webinaire présenté en février dernier, notamment le fait que ces trois États soient sur le programme avec le FMI. Ils ont eu à opérer au programme d'ajustement. Ils sont sur le programme avec le FMI et du coup, ils ont eu à revoir à la baisse des subventions des produits pétroliers, ce qui a induit une hausse du carburant à la pompe. Cette hausse du carburant à la pompe a eu un effet direct sur le transport et bien évidemment sur les produits alimentaires. On voit que bien que cette inflation soit baissière au niveau des États, pour ces trois principaux États-là, cette tendance-là, elle est encore à des niveaux un peu plus élevés. Et aussi, la tendance globale baissière de l'inflation est expliquée. Nous avons essayé un peu de ressortir quelques facteurs qui tirent beaucoup plus cette inflation vers le bas. Il s'agit notamment des facteurs externes. Alors, nous pouvons noter à cela, nous avons le fléchissement des produits pétroliers depuis 2022, qui est l'un des facteurs phares. À côté de ça, nous avons l'indice FAO, qui est un indice qui capte beaucoup plus le prix des matières premières, que lui aussi, il est resté baissier. Il est bien vrai sur le second semestre, début du second semestre 2024, il a maintenu encore une légère tendance haussière, mais présentement, cette tendance-là est globalement baissière. À côté de ça, nous avons aussi la dépréciation du Naira pour beaucoup plus des pays limitrophes au Nigeria, qui a eu un effet sur le niveau de l'inflation que nous pouvons voir. À côté, nous avons des facteurs internes, notamment la révision à la baisse du carburant, notamment au Gabon. Le Gabon a baissé le carburant en mai récemment. Et du coup, ces effets, tous jumelés à la politique budgétaire menée par les États de la CEMAC, parce que la majorité, ils ont eu à mener des politiques qui ont poussé l'inflation beaucoup plus vers le bas, accumulé à la politique monétaire de la Banque centrale, notamment à travers son resserrement du niveau des taux, a eu un effet sur cette tendance globalement baissière que nous pouvons constater au niveau de l'inflation. Nous pouvons voir à travers la slide prochaine comment est-ce que l'inflation s'est comportée pour mieux comprendre ce détail au niveau des États.
OK, c'est bien noté. Ça, c'est les chiffres à fin mars, effectivement. Donc, de façon précise, est-ce que les mesures prises par la Banque centrale, en tout cas en CEMAC, la BEAC, ont eu en tout cas l'effet escompté vu au regard du niveau de l'inflation présenté par les INS après mars? D'accord, Francky. Noter, nous pouvons noter que au niveau des États, l'idée, parce que nous avons souvent tendance au niveau de la transmission de la politique monétaire en zone CEMAC, mais pour le cas précis, il faut quand même qu'on se réjouisse de l'effet cumulé du policy mix, c'est-à-dire l'utilisation à la fois de la politique budgétaire qui est du levier des États et de la politique monétaire qui est du ressort de la Banque centrale, que la tendance inflationniste est globalement baissière depuis mars 2024. Et nous pouvons voir que l'inflation est baissière au niveau des INS locaux. Nous avons pu collecter, selon les données de l'INS du Cameroun, l'INS de la Guinée équatoriale et bien évidemment l'INS de la République centrafricaine. Et on constate que l'inflation maintient sa tendance baissière observée depuis le second semestre de l'année 2023. Et ici, nous pouvons se réjouir du fait que cette tendance baissière est le résultat de tous ces effets que nous avons soulevés, à la fois les politiques budgétaires et la politique monétaire. Et au regard de ces chiffres observés en juillet 2024, on s'attend à ce que l'inflation maintienne sa tendance baissière et que d'ici décembre 2024, que la Banque centrale procède à Denis, une seconde. On me fait signe que la présentation n'est plus visible. Seconde. Quelques soucis techniques, s'il vous plaît. OK. Je pense que là, on est de retour en ligne. Donc, effectivement, Denis, tu présentais justement les chiffres de l'inflation au niveau de nos INS locaux. Moi, j'ai une question d'ailleurs. Les taux de la Banque centrale sont restés stables jusqu'ici. Est-ce que justement ces décisions-là, voilà, pour faire le parallèle, hein, est-ce que cette décision de maintenir les taux par la Banque centrale ont eu l'effet escompté sur l'inflation? D'accord, Joaquin, très bonne question. Il faut noter que ces effets, le maintien de cette politique monétaire restrictive par la Banque centrale a eu quand même des effets, il faut qu'on l'avoue. Elle a eu des effets, puisque nous voyons de façon globale une tendance baissière de l'inflation en zone CEMAC. Et si on entre sur les faits que j'ai évoqués précédemment, notamment le cas des États qui ont revu à la hausse le prix du carburant à la pompe, bien que l'inflation soit encore à des niveaux élevés, il faut noter que la tendance est globalement baissière. Et à ce niveau, il faut se réjouir du fait que, contrairement aux hausses effectuées en 2023 par ces mêmes États, celles de 2024 n'ont pas eu aussi les mêmes effets, parce que nous pouvons voir au niveau des graphiques présentés par les données collectées auprès des INS locaux que la tendance inflationniste est globalement baissière au niveau de tous les États, bien qu'il y ait encore des niveaux sursaut pour le cas spécifiquement du Tchad en mai dernier, qui s'est présenté avec un taux d'inflation à 4,4. Mais il y a eu une note, notamment sortie par le gouvernement tchadien en juin dernier, qui attestait une baisse du prix du carburant à la pompe. Nous,
Ces effets jumelés nous poussent à comprendre que la maîtrise de l'inflation par la Banque centrale et les politiques budgétaires associées à cette politique peut être en train d'apporter ses fruits. Et pour cette raison, nous avons vu dès le début du mois de juin, la Banque centrale reprendre avec ses injections de liquidités qui étaient arrêtées depuis 2021. Tous ces effets jumelés nous poussent à croire que l'inflation reviendra rapidement sous contrôle, bien qu'elle soit encore à des niveaux élevés projetés en mars dernier à 5,1. Nous, on s'attend à ce que d'ici mi-2025, cette inflation revient encore sous le contrôle. Et face à ces éléments, nous sommes confiants que d'ici le comité de politique monétaire qui se tiendra en septembre prochain, il y aura encore notre statu quo. Mais par contre, d'ici décembre 2024, on s'attend à un fléchissement du niveau des taux, 25 points de base, et qui pourra être maintenu en fonction de la tendance de l'évolution des chiffres de l'inflation que nous aurons d'ici le prochain comité de politique monétaire. D'accord. Donc, ça, c'est les... Pardon. Donc, ça, c'est nos prévisions à, on va dire, à très court terme. Qu'en est-il du moyen terme? C'est-à-dire, OK, on va sur un statu quo en septembre, une baisse des taux de 25 points de base à fin décembre. Justement, est-ce que l'idée derrière, c'est qu'il y ait à la fois maîtrise de l'inflation sur 2024, 2025, 2026 et aussi une reprise de la croissance. Donc, qu'en est-il de la croissance, justement, et de l'inflation sur les années à venir? Merci, Francky. Il faut noter que cette observation de 2023 et de 2024 à date nous a permis quand même d'avoir une idée sur comment est-ce que l'agrégat, la croissance économique et l'inflation pourra se comporter sur le court terme, c'est-à-dire d'ici 2026. Nous pouvons constater que les pays de la CEMAC vont rester résilients. Alors, nous pouvons observer, pour ce qui est de 2024, que la croissance économique de la zone CEMAC sera tirée principalement par la République du Cameroun, suivie du Congo. Et en 2025, le principal moteur de la croissance, ça c'est en termes de chiffres, sera, selon la Banque centrale, le Congo. Mais à côté de ça, pour ce qui est de l'inflation, il faut observer selon le graphique qui est un peu plus à droite que selon les prévisions de la Banque centrale, l'inflation sera maîtrisée d'ici 2026. Ceci pas nettement en droite ligne avec notre tendance selon laquelle l'inflation, puisque ce n'est pas une tendance qui est uniquement liée à la CEMAC, elle est globalement mondiale. Et nous pensons que d'ici 2026, comme la Banque centrale le dit, l'inflation pourra être sous contrôle un peu plus avant, ce qui est aligné avec ce que la Banque centrale a date projeté déjà pour 2026. Merci. D'accord. Donc, c'est plus ou moins bien noté. On a sur 2023 une inflation, 2024, autant pour moi, l'inflation qui restera maîtrisée par les politiques de la Banque centrale. On a noté justement le statu quo par la Banque centrale qui a contribué en tout cas à la maîtrise de l'inflation dans certains de nos pays, notamment le Cameroun, où l'inflation est vraiment en train de baisser. Les chiffres de juillet le montrent. Quelques pays sont encore en retard sur ce point-là. Et on pense que d'ici fin 2024, il y aura une baisse des taux de 25 points de base. Cela sur les années à venir, sur 2026 d'ailleurs, on note que l'inflation globalement sur tous les pays passera en dessous du seuil communautaire qui est de 3%.
et une reprise de la croissance dans les différents pays de la CEMAC. Donc, une fois après avoir présenté en tout cas cette situation-là, on s'interroge quand même, on a vu l'inflation, on a vu le PIB, on se demande quand même si derrière, avec les agences de notation qui ont, pour certaines, abaissé la note et maintenu pour d'autres, qu'en est-il vraiment de la solvabilité de nos États en CEMAC? On ne peut pas ignorer le fait que très récemment, les agences de notation, d'ailleurs une a abaissé la note du Gabon. Comment est-ce que nous, on apprécie cette information? Et quelles sont les perspectives à court terme sur l'évolution de ces notes-là? Merci, Francky. Il faut noter que si on prend une tendance globale, les États de la CEMAC s'en sortent avec une solvabilité vue du côté des agences de notation beaucoup plus dégradante. Parce que nous pouvons voir à travers la figure qui est devant nous que, à la différence du Cameroun, que selon l'une des 3 agences de notation américaines qui note les 3 États de la CEMAC, à savoir le Cameroun, le Congo et le Gabon, il n'y a que le Cameroun qui a vu sa note être rehaussée. À côté du Cameroun, les autres agences de notation ont maintenu les notes stables. Il s'agit notamment de Moody's, de Fitch et de Fitch Ratings. Pour ce qui est du cas du Cameroun, qui est un peu un cas qui nous interpelle précisément pour ce qui est de la solvabilité de nos États, il faut noter que au début de l'année 2024, le FMI avait produit, notamment à la fin du premier trimestre, un rapport qui traduisait un peu la situation de l'économie gabonaise. Ici, le rapport remontait déjà une hausse considérable du niveau d'endettement du Gabon, passant ainsi de 55% du PIB. Et les projections envoyaient directement un taux d'endettement au-dessus de 70%, notamment 70,1% du PIB. Et cela laissait déjà des alertes au niveau de cette solvabilité de l'État. Et du coup, les notes qui avaient été maintenues pour ces agences, notamment Moody's et Fitch, au début de l'année, nous, on s'attendait déjà à ce que ces notes-là puissent être révisées. Et tout comme attendu, les révisions ont eu lieu et la note du Gabon a été dégradée. Mais à côté de ça, il faut noter que nous sommes regardants au niveau de cette solvabilité, puisque ça a un coût direct sur le coût d'emprunt des États, que ce soit sur le marché local ou bien sur le marché international. Et du coup, pour ce qui est de l'exercice en cours, nous pensons que nous attendons à un maintien de ces notes d'ici la fin 2024 pour ce qui est du Gabon. Et le Cameroun, on attend à ce qu'il y ait, puisqu'il y a un récent rapport de l'audit de la dette intérieure du Cameroun qui a tiré, selon le rapport, une dette qui était sous-évaluée ou bien qui n'a pas été retracée lors du récent rapport de la CAA. Et on voyait une hausse de la dette du Cameroun d'ordre de 2% du PIB. Donc, la dette du Cameroun pourra se situer au-dessus de 45% du PIB. Et nous pensons que cette statistique ne va pas passer inaperçue devant ces agences de notation. Et nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait, une fois de plus, une dégradation de la note du Cameroun. À côté de ça, le Congo, on s'attend à ce que les notes il y ait statu quo sur la note du Congo d'ici la fin de l'année 2024. D'accord, c'est bien noté. Bon, il faut dire que vu de l'extérieur, la position en tout cas de ces agents de notation-là est souvent très importante. Mais qu'en est-il? Est-ce que la situation est vraiment alarmante, bien qu'il y ait notamment sur le cas du Gabon où il y a eu la baisse, la dégradation de la note.
est-ce que c'est une situation qui est plus ou moins alarmante? On se dit que certains investisseurs, se posent la question de est-ce que ça veut dire que l'État ne va plus rembourser? Est-ce que ça veut dire que 2025 augure de mauvaises nouvelles? On sait qu'il y a les élections présidentielles qui seront organisées en 2025. Donc, est-ce que tu peux apporter un peu plus d'éléments sur le point de est-ce que effectivement on peut s'alarmer du fait qu'il y ait cette dégradation, notamment dans le cas du Gabon? Merci. Merci, Francky. Très bonne question. Pour ce qui est du cas du Gabon, notre position pour le cas du Gabon est beaucoup plus optimiste. Elle est beaucoup plus optimiste. Pourquoi? Parce que le fait que les autorités, cette politique qui consistait à retracer toutes les dépenses publiques qui étaient sous-déclarées, ça a été plutôt une bonne chose qui peut être appréciée. Donc, pour nous, bien que cette notion ait été déclarée, il faudra, parce qu'au niveau du marché local jusqu'à date, malgré la situation politique qui a eu lieu en août 2023, jusqu'à date, nous n'avons pas encore connu des défauts de paiement du Gabon. Et au niveau macroéconomique, nous avons vu précédemment la situation de l'inflation qui est beaucoup plus baissière, la situation de la croissance économique, que l'économie gabonaise se montre très résiliente face à la situation que le pays a subie. Et nous, on ne s'attend pas à ce que cela soit un effet qui pourra perdurer sur l'état du Gabon, puisque l'effet beaucoup plus mis en avant a été pour toutes ces deux agences de notation, l'amortissement de l'eurobond du Gabon qui aura lieu d'ici juin 2025 notamment. Il faut noter que si nos prévisions restent telles que nous l'avons observé, parce que s'il y a défaut, ça veut donc dire que l'État a du mal à lever les ressources, ce qui s'observe actuellement. Il y a eu le Gabon qui a émis un emprunt obligataire. C'est d'ailleurs le seul État qui ici a émis un emprunt obligataire sur le marché financier depuis le début de cette année. Et avec les conditions d'assouplissement monétaire qui ont déjà été engagées par la Banque centrale, nous pensons que d'ici 2025, ce risque de refinancement, notamment sur le marché des titres publics, sera beaucoup plus apaisé. Si les politiques mises en place continuent à porter leurs fruits et que les autorités continuent de communiquer, parce que nous avons eu le retour des institutions qui avaient notamment limité le contact avec, mise pour ce qui était de la Banque africaine de développement et bien évidemment la Banque mondiale. Ces institutions multilatérales sont revenues au Gabon après l'événement du 30 août. Et depuis là, le Gabon se montre beaucoup plus résilient. Donc, sur le marché, il est bien vrai, sur le très court terme, nous nous attendons à ce que les coûts d'emprunt du Gabon soient revus à la hausse, mais cette situation sera beaucoup plus conjoncturelle. Et donc, sur le moyen et long terme, le Gabon pourra bien évidemment honorer tout ce qui est comme risque vu du côté extérieur par ces agences de notation. D'accord, bien noté. D'ailleurs, tu as embrayé le pas sur justement le marché des capitaux. On a noté globalement depuis le début d'année une baisse. Elle est notable hein, sur le marché financier, le marché financier notamment. Donc, on a une baisse de la capitalisation sur le marché financier. À quoi est-ce que, d'ailleurs, cette baisse peut être due? Bon, on va peut-être commencer par présenter l'image déjà de notre bourse qui est représentée par son indice BB McCollshare. D'accord, Francky. Comme tu le dis, depuis le début de l'année, à cause des conditions de marché qui sont devenues très dures,
Nous avons vu l'assèchement à travers le mécanisme de ponction de liquidité adopté par la Banque centrale. Au lieu de ça, le durcissement du niveau de taux. Tous ces éléments jumelés ont eu un impact significatif sur le marché financier. Et nous pouvons constater que tant sur le compartiment obligataire, principal levier de financement pour les États, puisque à ce niveau, ces États ont beaucoup plus affaire à émettre des emprunts obligataires qui sont des appels publics à l'épargne, qui ont un assiette un peu plus large. Du coup, à ce niveau, cette année principalement, ces États, notamment il y avait le Cameroun, il y avait le Cameroun qui n'a pas pu effectuer son emprunt obligataire. Il y avait aussi la RCA et le Tchad qui étaient prévus. Mais à côté de ça, le compartiment action, nous constatons que lui aussi, il est en baisse, tiré principalement par la valeur Soca-Palm qui a connu une baisse un peu plus rapide que cette année par rapport à l'année 2022. À côté de ça, les autres actions, notamment Safacam et SCGR, se sont montées un peu plus robustes en maintenant leur valeur à la hausse sur la période. OK, sur la période. À côté, nous avons aussi nous avons donc ainsi présenté l'évolution de l'indice qui a été lancé. Donc, à côté de ça, le compartiment obligataire est resté en baisse, mais avec des bonnes perspectives, notamment l'entrée de l'emprunt obligataire du Gabon qui est attendu d'ici fin 2024, qui pourrait tirer le marché. OK. Donc, ça, c'était globalement l'indice et le marché obligataire. Qu'est-ce qu'on d'ailleurs, le marché des titres publics augmente drastiquement depuis. Est-ce que tu peux présenter les derniers chiffres justement de ce marché-là à fin juillet? D'accord. Maintient sa tendance globalement haussière. À ce niveau, nous avons vu un encours du marché qui s'est situé pour la toute première fois depuis son lancement au-dessus de 10% du PIB sous-régional. Ceci traduit la volonté des États à recourir au marché pour se faire financer et aussi sur le dynamisme des investisseurs, puisque nous avons eu sur ce marché une large diversification de la part d'investisseurs qui étaient par le passé beaucoup plus dominés par les banques. Et aujourd'hui, nous avons notamment notre segment d'activité des sociétés de gestion de portefeuille qui ont beaucoup plus contribué à ce grand dynamisme du marché des titres publics. OK. Qu'en est-il de la situation des taux? Quel impact justement cette augmentation-là, l'encours qui augmente, quel est l'impact sur le coût de levée des ressources? Alors, pour ce qui est du coût élevé des ressources des États sur le marché, principalement le Cameroun, nous pouvons constater que sur la période entre février et juillet 2024, le taux de rendement du Cameroun ont connu un saut. Et ce saut n'est pas anodin, c'est une tendance qui a été observée depuis 2023. Hein. C'est la même tendance qui se maintient aujourd'hui. Et au regard de nos projections, nous nous attendons à ce qu'il y ait fléchissement de cette taux d'ici la fin 2024. Cela sera drivé par la situation d'inflation qui est en baisse, le niveau de la croissance, le niveau de l'économie qui se montre toujours résilient, notamment avec le PIB que nous avons précédemment présenté. Et tous ces éléments cumulés pourront faire en sorte que nous, on assiste à un fléchissement du niveau des taux du Cameroun d'ici fin 2024. Oui, pour ce qui est du Congo par après, nous avons vu que du Gabon, autant pour moi, nous avons vu que la dégradation de la note du Gabon a eu un impact, et ça c'est un effet
qui a eu lieu depuis août 2023. Et cette tendance globalement haussière du niveau des taux-là s'est observée jusqu'en juin 2024. Et pour ce qui est d'ici décembre 2024, nous pensons que cette tendance pourra se maintenir au regard du fait que la dégradation récente de la note du Gabon et aussi un autre fait marquant, c'est la croissance aussi et de l'inflation aussi qui est, bien qu'elle est baissière, elle reste encore à un niveau légèrement considérable. Le Congo? Pour ce qui est du Congo, nous constatons une baisse, on a constaté une hausse des taux. Donc, tous les États ont subi au niveau de la hausse des taux. Mais pour ce qui est des perspectives, tout comme le Cameroun, on s'attend à ce que les taux du Congo fléchissent d'ici décembre 2024. Donc, ceci en est tout comme le Cameroun a fait. Ok, donc sur le marché des titres publics, en tout cas, on note que l'encours, vraiment pour la première fois, passe au-dessus de 10%. Il faut dire qu'en comparaison avec une zone comme l'UMOA se retrouve autour de 14% du PIB. Donc, on est quand même, en tout cas, la CEMAC représente une zone qui en termes de levée de ressources, est en train de vraiment croître et on pense que à moyen terme, on risque de rattraper d'ailleurs l'UMOA. Donc, le coût des ressources, bien évidemment, a augmenté sur la période, mais sont projetés en baisse d'ici la fin d'année. On va terminer avec Harvest Asset Management. Donc, on est, comme on l'a dit, on est le leader de la gestion d'actifs en CEMAC. Harvest, aujourd'hui, c'est 1 milliard de capital. D'ailleurs, le capital a été augmenté très récemment. Fin 2023, c'était un peu plus de 300 milliards d'actifs sous gestion, soit un peu moins de 50% de part de marché. Donc, on est une société 100% indépendante de gestion de portefeuille et on propose à nos clients, en tout cas institutionnels et privés, une gamme variée et innovante de produits et de solutions d'investissement sur les marchés financiers. On a deux expertises, en fait, la gestion sous mandat et de la gestion collective via des fonds communs de placement. La différence entre les deux, c'est simplement qu'en gestion sous mandat, c'est une gestion personnalisée qu'on met en place pour un client. Et la gestion collective, c'est une gestion selon laquelle on fait agréer des produits avec des stratégies déjà prédéfinies et on les commercialise à nos différents clients. Sur ce volet-là, d'ailleurs, on a 3 expertises en gestion court terme pour gestion obligataire, moyen terme et gestion action long terme. Aujourd'hui, là, voilà présenté nos cartographies de solutions. On a 7 produits aujourd'hui qui sont commercialisés, 2 sur le monétaire, 4 sur le volet obligataire et 1 fonds action. On l'a présenté, on est leader, ça nous a valu des distinctions. Donc, on a été reconnu meilleur asset manager de la CEMAC 2022 et également 2023. Et ce qu'il faut retenir simplement de cette présentation, c'est sur le contexte macroéconomique. On a une baisse, on penche une baisse des prévisions de croissance d'ici la fin de l'année, un recul des pressions inflationnistes, le pivot de la Banque centrale attendu pour fin 2024. Sur le volet des marchés des capitaux, la notation financière des États qui vont s'améliorer à court terme. Les rendements obligataires resteront élevés, comme on l'a dit, dû au maintien de la politique monétaire. Sur les prochains mois, les rendements obligataires resteront élevés. La hausse du marché obligataire et les perspectives de reprise du marché action. S'agissant de l'allocation du portefeuille, nous, on préconise en tout cas de choisir des obligations à duration élevée avec des rendements élevés et un risque faible et maîtrisé. Choisir des actions des secteurs jugés rentables et on recommande donc une allocation de 80% obligataire et 20% actions.
Sur ce, nous vous remercions pour votre aimable attention et restons ouverts à vos questions. Donc, la parole est à... il y a un chat, donc n'hésitez pas à poser des questions. Nous allons y répondre au fur et à mesure. Merci. Donc, vu le temps imparti, nous pensons que nous ne sommes pas allés dans le détail de certains points. Donc, si vous avez des questions, des points que vous souhaitez pour lesquels il faut apporter des précisions, n'hésitez pas. On note également que la présentation vous sera partagée par mail. Donc, c'est Internet qui branche. Monsieur Patrick qui demande, pouvez-vous revenir sur les travaux de la croissance du PIB en CEMAC? Okay. Ouais, merci, très bonne question. Pour ce qui est des travaux du PIB en zone CEMAC, il faut dire que nous sommes une zone qui est productrice du pétrole brut. Alors, pour ce facteur, il est le levier principal de la croissance de la zone CEMAC. D'ailleurs, c'est sous cette hypothèse que la Banque centrale régulièrement effectue ses prévisions de croissance économique. Donc, en fonction de la dépendance d'un pays vis-à-vis de cette matière première, les prévisions de croissance économique ont tendance à suivre, bien évidemment, le comportement de cette matière première sur le marché international. Et il faut noter aussi que, n'étant pas totalement, ayant des pays qui sont, principalement le Cameroun et la République centrafricaine, qui sont faiblement dépendants du pétrole, alors il y a le secteur autre que le secteur pétrolier, notamment le secteur agricole, qui est aussi un driver principal de la croissance économique en zone CEMAC. Mais il faut noter que le plus grand levier de travail de la croissance économique en zone CEMAC reste le baril du pétrole Brent. Je crois avoir répondu clairement à votre question, monsieur Patrick. D'accord, juste simple modalité aussi. Pour ceux qui veulent prendre la parole, ils peuvent lever la main et on pourra activer pour que vous puissiez parler. On a une deuxième question. Investissez-vous dans le capital des entreprises non cotées? Bon, il faut dire que le règlement général du régulateur en CEMAC, qui est la cause du MAF, en tout cas, nous permet d'investir des actions on a notamment 10% du portefeuille maximum qu'on peut mettre sur du non-côté. Donc, effectivement, c'est possible. Denis, on a une autre question. Monsieur Nana qui demande de rappeler les politiques budgétaires mises en place par les États afin de faire baisser l'inflation. D'accord. Pour ce qui est des politiques budgétaires mises en place par les États afin de faire baisser l'inflation, nous avons vu beaucoup plus au Cameroun lorsque les autorités ont décidé en février dernier d'effectuer une deuxième hausse
du prix du carburant à la pompe. Cela a été fait avec des mesures d'accompagnement, notamment le principal levier a été l'augmentation des salaires des agents de l'État qui a été effectué, bien que à côté de ça, nous avons aussi vu la limitation des exportations. Donc, nous pouvons dire une sorte de réexportation, puisque on assistait à un phénomène en zone CEMAC, notamment celui-ci, au fait que certains importateurs qui importaient des produits, certaines matières premières pour le Cameroun, ça c'est le cas spécifique du Cameroun, et les réexportaient en zone CEMAC, ce qui a induit une hausse des coûts au niveau du Cameroun. Et du coup, il y a eu des politiques qui ont été menées à ce niveau pour limiter notamment cette réexportation qui dravait beaucoup plus le niveau des prix localement. À côté de ça, nous avons eu ces politiques de baisse du prix du carburant à la pompe. Nous savons tous que lorsqu'on dit baisse du prix du carburant à la pompe, ça veut donc dire que l'État procède à une réseau. Ces éléments-là que nous pouvons citer comme éléments pratiques pour ce qui est de l'effet des politiques budgétaires. OK, on avait M. Foping qui avait une main levée. Je ne sais pas si il est toujours disponible pour poser sa question. Bonsoir, vous me suivez? En attendant, on va passer à la question de M. Aziz. Donc, les besoins de financement des États. Les besoins de financement des États de la CEMAC seront a priori constants, croissants autant pour moi. Quelle lecture faites-vous de la capacité d'absorption du marché des titres, tenant compte de l'exposition déjà importante sur le secteur bancaire, sur les titres souverains et la faible diversification de la base d'investisseurs? Bon, il faut noter que, en tout cas, nous, on pense que le marché des titres publics est effectivement là pour absorber les besoins de financement de nos États, même si on déplore le fait que voilà, les banques restent vraiment les principaux acteurs sur ce marché. Néanmoins, depuis 2018, on note que la part des investisseurs, personnes physiques et institutionnelles en tout cas, commence à prendre de plus en plus de place. D'ailleurs, les investisseurs institutionnels représentent aujourd'hui plus les personnes physiques, un peu plus autour de 20% de l'encours global. C'est déjà un pas, mais les mesures prises par les États, notamment la Banque centrale, qui organise d'ailleurs des cadres de concertation trimestriels avec les acteurs de marché, dans le but justement d'élargir la base des investisseurs, et cela permettra d'ailleurs aux États de lever, en tout cas, véritablement les ressources qu'ils recherchent sur le marché. Donc, effectivement, à date, on note que les banques continuent à dominer le marché avec leur exposition sur les titres souverains, même si à côté de cela, on a les mesures prises par la COBAC
qui encourage justement ces banques-là, surtout celles qui sont SVT, d'ailleurs avec un cahier de charges clair qui a été mis en place, qui poussera en tout cas ces SVT-là à céder ces titres sur le marché secondaire. Donc, l'idée est de dire aux banques de réduire l'exposition en titres publics, cela en développant le marché secondaire. Donc, on pense que tous ces actes-là jumelés permettront de diversifier et d'élargir d'ailleurs la base des investisseurs. Donc, M. Foping, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre la parole. Bon, il va reprendre dès que son micro sera ouvert. On a justement une question qui revient sur la situation du Congo avec récemment un accusé qui a accusé un retard sur le remboursement. Mais on voit que sa note est à la hausse. Des explications par rapport à cela. D'accord, Francky. Merci, monsieur Poka, pour votre question. Il faut noter que le cas du Congo, nous-mêmes, lorsque nous avons vu cette information, nous sommes allés à la source principale. On a compris qu'il ne s'agissait pas d'un retard de remboursement comme l'écrivent certains journaux. Il s'agit bien évidemment d'une situation, d'un problème technique. Ce n'était pas lié à un défaut de paiement. D'ailleurs, nous sommes sur un marché que la Banque centrale, à travers son mécanisme de débit d'office, assure totalement le remboursement des titres publics depuis que ce marché a été lancé. Et jusqu'ici, nous n'avons pas encore connu ni des défauts. On peut avoir des problèmes de retard dus à des pannes techniques, comme tel était le cas du Congo récemment. Mais globalement, il faut dire qu'il ne s'agissait pas... la note du Congo, qui est vue à la hausse, comme vous le dites, n'est pas liée à cette situation-là qui est technique, là, qui est purement technique. Elle est beaucoup plus liée sur des facteurs politiques que macroéconomiques, beaucoup plus macroéconomiques. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien vu précédemment, bien que l'inflation a connu une tendance haussière au niveau du Congo, elle est aujourd'hui en train de maintenir sa progression baissière. Au niveau de la croissance économique, le Congo sort d'une croissance de 1,5% en 2022 selon les projections de la Banque centrale, et que en 2023, nous avons vu qu'après le Cameroun, avec une projection de la croissance économique à 4%, le Congo s'affiche comme seconde le Cameroun avec une croissance projetée à 3,7 et une projection sur les données de la Banque centrale de 6,9 pour ce qui est de l'exercice 2025 qui nous suit. Donc, ces facteurs, à côté ces facteurs jumelés peuvent expliquer clairement la révision à la hausse de la note du Congo. Je crois que votre réponse a été satisfaite, monsieur. Donc, il en est de même pour monsieur Aziz. Et nous revenir sur la réponse, si à ce que vous attendez comme le doute qui était dans votre façon de voir les choses échangées. D'accord. On prend une série de 3 dernières questions. Donc, on a M. Rio qui demande quel est le montant minimum en tout cas pour investir chez vous en tant que particulier et quel est le rendement moyen sur un an. Bon, il faut dire que en termes de montant minimum, nous on parle nous on est sur un montant moyen de 100 000 par investisseur. Bon, ça, c'est pas seulement pour les particuliers d'ailleurs, donc c'est un montant minimum de 100 000. Le rendement minimum, le rendement moyen sur une année,
on va dire qu'il dépend on va dire, de l'horizon de placement du client. Donc, comme initialement précisé, on a des fonds qui s'adressent à des problématiques court terme. Donc, aujourd'hui, si vous avez un projet à réaliser sur le court terme, en général, c'est de l'optimisation de trésorerie. Donc, vous avez de la trésorerie, vous ne savez pas quoi en faire. On vous conseille de le mettre dans un fonds, un fonds monétaire pour que cette épargne-là puisse tourner et que vous puissiez l'avoir à tout moment. Dans ce type de produit, nos rendements tournent autour on parle d'un rendement minimum annuel de 4,5% minimum. C'est un minimum. Dans la gestion, on fait beaucoup plus. Donc, sur des horizons moyen terme, donc au-delà de 2 ans, on parle de rendement autour de 5,5 minimum également. Donc, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ces différents produits-là, voilà, on pourra vous contacter par la suite pour mieux échanger. On a Monsieur Dinou qui nous dit nous sommes dans une inflation et en grande partie importée. Est-ce que vous c'est importante sur l'inflation dans notre zone? D'accord, Francky. Pour ce qui est de la situation inflationniste beaucoup plus importée, il faudra qu'on le précise d'importer entre guillemets parce que cette tendance s'est beaucoup plus inversée depuis la fin du premier semestre 2023. L'inflation en zone CEMAC n'est plus d'origine importée comme le voyait avant. En fait, depuis l'explosion de la crise russo-ukrainienne, nous avons eu une inflation qui était beaucoup plus importée et avec les politiques mises sur pied, notamment la réduction des subventions liées aux produits pétroliers, cette tendance est beaucoup plus inversée. Parce que lorsqu'on dit aujourd'hui hausse du carburant à la pompe, dit hausse du transport, dit hausse de la banane plantain sur le marché. Et du coup, ce sont ces facteurs aujourd'hui qui sont les principaux drivers de l'inflation. Donc, pour nous, si vous consultez les données que nous avons à notre disposition, nous montrent que l'inflation n'est plus d'origine importée comme nous on présentait, les journaux le présentaient en début 2023. Aujourd'hui, bien que s'il faut tenir compte de ces facteurs exogènes, nous avons aujourd'hui les trois principaux facteurs qui aujourd'hui drivent l'inflation, qui sont beaucoup plus en ralentissement, bien que ça soit encore à des niveaux un peu élevés, mais la tendance est beaucoup plus baissière. Nous avons le tout premier facteur, c'est les produits pétroliers, que ce soit du pétrole ou bien du gaz. Bien qu'on soit producteur, on ne le transforme pas. Le pétrole que nous consommons ou bien le carburant que nous consommons en CEMAC, lui, il est importé. S'il est importé, alors si sur le marché international aujourd'hui, ce pétrole est en baisse par rapport à son niveau qui était au-dessus de 100 $, là, nous parlons de 2022. Aujourd'hui, il est aussi autour de 72 $ aujourd'hui. Mais ces facteurs-là tirent beaucoup plus l'inflation vers le bas. Il en est de même pour les produits des matières premières captés par l'indice FAO, nous avons soulevé précédemment, qui lui aussi est baissier. Nous avons le prix du blé qui est en baisse, nous avons le sucre qui est en baisse sur le marché international. Ces facteurs, ces intrants que nous utilisons aujourd'hui en CEMAC dans la production, tirent beaucoup plus l'inflation vers le bas. À côté de ça, nous avons la dépréciation du Naira. La dépréciation du Naira, c'est parce que nous savons que nos pays, lorsque le Naira est en baisse, on se rue beaucoup plus vers cette zone pour pouvoir importer nos biens et services, que ce soit pour des fins de consommation ou bien de la revente, qui est beaucoup plus le principal levier de la croissance économique dans nos zones. Alors, ces éléments-là concourent beaucoup plus à un apaisement des pressions inflationnistes vu du côté importé, bien évidemment, entre guillemets. À côté de ça, nous avons des conflits géopolitiques. La crise russo-ukrainienne, elle reste d'actualité. Nous avons le Moyen-Orient, il reste d'actualité et bien évidemment des attaques
des outils qui ont aussi eu un grand impact au niveau du driving de l'inflation. Mais toutes ces mesures aujourd'hui ont, que ce soit au niveau géopolitique, il y a des mesures qui ont été prises, notamment l'apaisement qui a joué en sorte que ces facteurs, bien que ces facteurs aient toujours une influence, cette influence n'est plus des mêmes ordres que tel était le cas il y a un an en arrière. Pas avoir répondu, Francky, à cette question, je sais pas. Donc, il y a monsieur Jamal qui demande également une présentation des produits. Donc, s'il vous plaît, prière simplement de nous laisser votre adresse email dans le chat. Comme ça, on pourra vous envoyer la présentation par la suite. Donc, déjà, en termes de modalités, comme on l'a dit, la présentation faite aujourd'hui sera envoyée à tous ceux qui sont inscrits et particulièrement pour ceux qui souhaitent avoir justement une présentation des produits et prière de nous laisser votre adresse email dans le chat. On se fera un plaisir de vous le partager. Donc, on arrive au terme de notre présentation. On vous remercie vraiment grandement pour votre participation. Et comme on l'a dit, c'est un rendez-vous qu'on prend. On a fait des perspectives jusqu'en fin décembre. On rediscutera de ces perspectives-là en janvier. L'idée de laisser l'année se terminer, on verra à ce moment-là si nos perspectives se sont réalisées ou pas. Mais c'est un exercice qu'on veut faire, en tout cas, de façon régulière sur l'année. Le prochain rendez-vous étant janvier, justement pour faire le bilan de l'année passée et faire des perspectives sur l'année à venir. Donc, on vous remercie une fois de plus pour votre participation et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Donc, n'hésitez pas de partager votre adresse email. On se fera un plaisir de vous faire suivre la présentation de nos produits. Merci encore.